Dans ce sixième module de formation à l'utilisation de l'OCS et GE2 à l'aide du logiciel QGIS, nous allons voir comment utiliser et exploiter les données d'évolution disponibles dans la base de données. Au sommaire, tout d'abord, une présentation de la couche des évolutions mises à disposition par la plateforme GeoGrandTest. Nous allons également voir comment créer une couche d'évolution spécifique à un besoin, comment nous pouvons également la créer à partir de la couche multidate mise à disposition également par la plateforme. Nous allons essayer de la mettre en forme et explorer quelques solutions pour l'analyse statistique des évolutions. Pour rappel, les données de l'OCS GE2 sont disponibles en téléchargement depuis la plateforme GeoGrandTest à cette adresse. Le site de téléchargement a connu une évolution depuis l'apparition du premier module de la formation. La donnée OCS GE2 est toujours disponible par département, où nous allons pouvoir avoir accès aux métadonnées de la base de données, au projet cartographique QGIS clé en main, à des visualisations de l'OCS, à des portraits de territoire en format PDF, au rapport qualité et production de la zone, et dernièrement également l'accès à la couche multidate regroupant les 2 millésimes de l'OCS GE2 pour le territoire en question. Pour le module 6, nous allons repartir d'un projet QGIS prêt à l'emploi mis à disposition pour le département 67. Pour rappel, dans ce projet, nous avons à disposition les délimitations des EPCI et des communes et l'OCS GE2 pour les niveaux 1 à 4 et le niveau 5, et ceci pour les 2 millésimes disponibles 2010 et 2019. Par défaut, la couche des évolutions mises à disposition n'est pas affichée. Il est nécessaire d'aller la récupérer dans le GeoPackage. Pour cela, je me rends dans le gestionnaire de sources de données, dans la rubrique vecteur, et je viens cibler le GeoPackage. Ajouter. Dans la liste des données disponibles, je retrouve la donnée d'évolution entre 2010 et 2018 pour le département 67. Je viens le rajouter à la carte. Nous observons une couche partielle sur l'ensemble du département, tout simplement car elle représente uniquement les polygones qui ont connu une évolution entre les 2 millésimes de l'OCS GE2. Allons maintenant voir dans la table attributaire de la couche d'évolution. Celle-ci contient tous les niveaux de quantification pour les 2 millésimes, ici 2019, puis 2010, niveau 1 à 5. Les évolutions vont tout d'abord s'observer au niveau 5 pour les espaces artificialisés et au niveau 4 pour les autres espaces. Par exemple, pour cette première ligne, nous constatons qu'au niveau 5, pour le millésime 2010, nous avons une surface imperméable non bâtie, alors qu'en 2019, celle-ci est perméable. Si nous descendons d'un niveau au niveau 4, on remarque que en 2010, il s'agissait d'un espace associé au réseau, qui est devenu en 2019 une place. C'est à partir de cette table qu'il est possible d'identifier et d'isoler les évolutions observées pour chaque niveau et ou une ou plusieurs classes de la nomenclature. Pour cela, il est nécessaire de construire une ou plusieurs requêtes attributaires spécifiques aux besoins. J'accède donc à l'outil de sélection, sélectionner les entités en utilisant une expression. Pour l'exercice, nous allons construire ici une requête qui aura pour objectif de rechercher tous les polygones correspondant aux espaces artificialisés de niveau 2 en 2019, dont leur état en 2010 était différent. Autrement dit, nous allons rechercher les nouvelles surfaces artificialisées ainsi que les surfaces artificialisées ayant connu une évolution vers une autre classe artificialisée. Je vais donc ici construire mon expression en testant des valeurs sur des champs et en les combinant via des opérateurs et ou ou. J'ai donc construit ici une expression qui me permet de tester pour chacune des 7 valeurs possibles des espaces artificialisés en niveau 2 avec l'opérateur OR, leur présence en 2019 sous la condition que leur état était différent
en 2010 avec l'opérateur AND. Je valide la sélection des entités. Je bascule le mode de visualisation de la table en ne montrer que les entités sélectionnées. Et je peux observer ici que les codes de niveau 2 pour les espaces artificialisés en 2019 ont bien un état différent pour 2010. Avec cette expression, nous mettons bien en évidence les nouvelles affectations artificialisées entre les deux millésimes. Par exemple ici, de la terre arable vers de l'espace en mutation en 2019, mais nous mettons également en évidence des transitions d'espace artificialisés en 2010, par exemple ici des infrastructures, vers d'autres espaces artificialisés en 2019, ici par exemple des espaces ouverts urbains. Pour aller plus loin, il est possible de compléter la sélection en recherchant également les pertes de surface artificialisées entre les millésimes 2010 et 2019. Pour cela, je vais retourner dans ma console d'expression. Si vous ne l'avez pas fermée, celle-ci aura conservé l'expression précédemment utilisée. J'ajoute à mon expression actuelle l'expression suivante avec l'opérateur OR. Celle-ci me permet de sélectionner de manière complémentaire toutes les valeurs des espaces artificialisés observés en 2010 et qui ne le seront définitivement plus en 2009 avec les opérateurs IN et NOT-IN. Avec ces opérateurs, on écarte les possibilités de mutation intra-espace artificialisé. J'aurais pu décomposer l'expression en plusieurs sous-expressions en utilisant la commande d'ajout à la sélection actuelle. En une seule expression, je vais récupérer les nouvelles affectations d'espaces artificialisés, les mutations entre les espaces artificialisés et enfin les disparitions d'espaces artificialisés entre 2010 et 2019. Je valide la sélection qui va écraser la sélection actuelle. Je vérifie toujours la validité de ma sélection. Ici, je récupère bien donc des mutations intra-espace artificialisés, des nouvelles affectations d'espaces artificialisés en 2019, et en effet, je récupère également des disparitions d'espaces artificialisés entre 2010 et 2019. Je vous propose maintenant d'exporter la sélection courante vers une nouvelle couche de données. Pour cela, je me rends dans la couche, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Je remplis ensuite le formulaire d'export, de préférence vers un format GeoPackage. Je lui indique un nom et un chemin de sortie. Son système de projection, ici par défaut du 2154 Lambert 93. Je veille à ce que la case n'enregistrer que les entités sélectionnées soit bien cochée. Et je peux également réaliser une sélection des champs à exporter. Dans mon cas, je m'intéresse uniquement aux codifications de niveau 2 et aux libellés de niveau 2 pour les deux millésimes. Ici 2019, puis 2010. Et je conserve également le champ de surface en mètres carrés. Je valide ensuite l'export et j'ajoute à la carte. Avant de continuer, il est important de préciser que la construction des expressions sera fonction de votre besoin d'application. Que vous ayez besoin de travailler à un autre niveau de nomenclature ou avec une ou plusieurs classes spécifiques de l'occupation du sol, le principe de construction de l'expression restera le même. À savoir tester des valeurs pour le millésime 2019, tester des valeurs pour le millésime 2010,
les associer via des opérateurs AND, OR, IN ou NOT IN, utiliser les commandes d'ajout à la sélection si vous n'êtes pas à l'aise avec les expressions longues, et enfin avoir toujours un regard sur la sélection opérée dans la table attributaire. L'utilisation des requêtes de sélection sous-entendra une bonne connaissance du contenu des postes de la nomenclature de l'OCS GE2. Il est possible de réaliser les mêmes analyses sur les évolutions de l'occupation du sol à partir de la couche multidate mise à disposition récemment sur la plateforme GeoGrandTest. Nous ne nous attarderons pas sur les manipulations à partir de cette couche dans la vidéo, car le principe est exactement le même. La donnée multidate correspond à une union des deux millésimes dans une seule et même couche. Dès lors, cette donnée couvre la totalité du territoire d'étude. Dès lors, l'avantage par rapport à la couche d'évolution mise à disposition sera dans la possibilité d'étudier également les occupations du sol dites stables entre les deux dates. Toutefois, il peut y avoir un risque de lourdeur dans le calcul à partir de cette couche multidate si le travail s'effectue sur une large emprise. Repartons de la couche des évolutions des espaces artificialisés que nous venons d'exporter. Nous allons voir maintenant comment réaliser une mise en classe simple de la couche d'évolution. Toutefois, avant de continuer, il est important de rappeler qu'il faut être très attentif à l'actualisation du champ de surface dans une couche d'évolution avant manipulation ou statistique. Je rentre dans la table attributaire de la couche d'évolution. J'ai bien conservé à l'export de la couche d'évolution le champ de surface, initialement présent dans la couche d'évolution mise à disposition par GeoGrandTest. Et pour rappel, l'actualisation de ce champ est nécessaire que si des opérations de modification de la géométrie de la couche ont été réalisées. Par exemple, une union avec une autre couche, une fusion d'informations, un découpage. Il serait alors nécessaire de mettre à jour ce champ. Dans notre cas, aucune opération de ce type n'a été réalisée. Il n'est donc pas nécessaire de mettre à jour le champ de surface. Toutefois, pour rappel, pour le mettre à jour, il suffit de rentrer dans la console de calcul d'un champ, puis de cocher l'option de mise à jour d'un champ existant, de sélectionner ce dernier et de créer une expression pour calculer la surface des polygones. Donc, par exemple ici, je vais chercher la fonction de calcul de surface, $area. Je vois bien que j'ai un aperçu dans le résultat avec de nombreux chiffres après la virgule. Pour limiter cela, simplement cette petite option, area, virgule, le nombre de chiffres après la virgule, 2, je ferme la parenthèse, voilà, et je valide mon expression. Voilà, mon champ de surface est maintenant sûr d'être mis à jour. Nous pouvons passer maintenant à une mise en classe adaptée de la couche d'évolution. Je me rends pour cela dans les propriétés de la couche, puis dans la rubrique symbologie. Il n'existe pas de symbologie propre aux couches d'évolution. Les combinaisons d'évolution entre les millésimes peuvent être très nombreuses, en particulier au niveau 4 de la nomenclature. Pour notre exercice, nous choisissons d'appliquer une symbologie en 3 classes. Tout d'abord les nouvelles classes artificialisées, les pertes de surface artificialisées et une troisième classe d'évolution interne aux classes artificialisées. Puisqu'il n'existe pas d'attribut spécifique qui identifie ces 3 classes dans la table attributaire, nous allons devoir construire des règles de symbologie basées sur les codifications de 2019 et de 2010. Ces règles seront basées sur les mêmes requêtes attributaires que vues précédemment. Pour construire ces règles, je me place ici dans la fonction ensemble de règles, puis je viens rajouter une nouvelle règle avec le plus vert. Je viens tout d'abord spécifier un nom d'étiquette pour identifier ma première classe. Ici, les nouvelles surfaces artificialisées. Ensuite, je viens construire un filtre pour identifier ces polygones.
L'expression vient ici tester sur le champ 2019 niveau 2 les classes d'espace artificialisées et qui ne le sont pas en 2010. Je valide mon filtre, puis je viens configurer la symbologie qui apparaîtra pour cette classe de nouvelle surface artificialisée. Par exemple, ici, je vais lui demander un fond de remplissage bleu avec un liseré noir. Largeur de trait, je ne vais pas toucher. Je valide et ma règle se rajoute dans la liste des règles disponibles. De la même manière, je vais rajouter deux autres règles pour identifier les pertes de surface artificialisées et les surfaces artificialisées en mutation interne. Mes trois règles sont ici maintenant édictées. Il existe cependant une méthode alternative qui aurait consisté à calculer un nouveau champ dans la table attributaire afin de renseigner l'appartenance du polygone à l'une des trois classes proposées ici. Les avantages de cette solution sont une configuration simplifiée de la symbologie sur ce nouveau champ et la conservation de l'information gain, perte et évolution interne dans la table attributaire. Nous allons voir très rapidement comment créer et renseigner ce nouveau champ. Pour cela, je vais me rendre dans la table attributaire de la couche, basculer la table en mode édition, créer un nouveau champ de type texte que je vais nommer Calif Evo en texte d'une longueur, peu importe, ici je vais mettre 250 caractères. Je valide. Le champ est initialisé à nul. Je vais maintenant le calculer en me rendant dans les fonctions de calcul de champ, calculatrice de champ, via l'option mise à jour d'un champ existant en ciblant ce nouveau champ, Calif Evo, puis renseigner de la même manière une expression qui va m'identifier premièrement les nouvelles surfaces artificialisées, deuxièmement les pertes de surfaces artificialisées et troisièmement les évolutions internes aux classes artificialisées. Ici, j'ai construit une requête spécifique basée sur une imbrication de deux conditions if ou si. Celle-ci se lit de la manière suivante. Si on observe un polygone en classe artificialisée pour 2019 et qu'il ne l'est pas en 2010, alors j'applique un label de nouvelle surface. Sinon, à l'inverse, si un polygone n'est pas qualifié en espace artificialisé en 2019, mais qu'il l'est en 2010, alors je le qualifie de perte de surface. Sinon, je qualifie le polygone logiquement en évolution interne. Je valide maintenant mon calcul de champ. Je récupère bien ma valeur de Calif Evo, soit vers une évolution interne, soit une nouvelle surface, ou encore une perte de surface. Je valide mon ensemble de règles qui s'appliquent sur ma couche et je peux venir observer plus en détail le résultat de la mise en classe. Nous pouvons vérifier la bonne mise en place des règles de symbologie. Par exemple ici, en allant interroger la table attributaire à l'aide de l'outil d'information. Par exemple, polygone bleu, nouvelle surface artificialisée, que je viens interroger pour la couche d'OCS d'évolution. Voilà, donc nous avons bien en 2010 un code autre zone agricole qui est passé vers une affectation d'espace artificialisé, code 11. Continuons pour un polygone de perte, par exemple ici celui-ci en gris. Hop. Donc un espace en mutation, donc probablement un chantier en 2010 qui est passé en zone agricole en 2019. Idem pour les évolutions internes, prenons par exemple ce polygone. Hop. On observe donc
une mutation interne, en 2010 un espace en mutation qui devient en 2019 un polygone d'activité économique. Voilà, le dernier point que nous voulions évoquer dans cette vidéo sont les solutions pour l'analyse statistique de la couche d'évolution. Il est vrai que QGIS n'est pas l'outil le plus adapté pour réaliser des résumés statistiques et des graphiques de synthèse d'une couche d'évolution. C'est pour cela que nous allons préconiser d'abord l'export de la table attributaire en format CSV pour une exploitation statistique avancée à l'aide de logiciels dédiés comme LibreOffice, Excel, R ou autres. La démarche d'export est la suivante. Pour cela, je me rends dans la couche, puis exporter, sauvegarder les entités sous. Et dans la console d'export, il suffit de lui spécifier le format de sortie ici en CSV, de lui renseigner un nom, une projection, un encodage très important. Je préconise l'UTF-8 qui sera lu plus facilement par les différents logiciels, les champs à exporter et enfin de valider l'export. Si on le souhaite, il existe tout de même une extension qui se nomme GroupStat, qui n'est pas installée par défaut dans QGIS et qui va permettre de réaliser des tableaux croisés dynamiques à partir d'une table attributaire et de les exporter. Pour rappel, l'installation d'une extension se passe comme ceci, via le menu Extensions, Installer, Gérer les extensions. Je recherche ensuite l'extension voulue, ici qui se nomme Groupe Stat. Voilà, je trouve tout seul. Et je lui demande d'installer le plugin. Le plugin est installé et je vais pouvoir le retrouver dans le menu Vecteur, Groupe Stat. À la façon d'un logiciel comme Excel ou LibreOffice, nous allons pouvoir ici créer un tableau croisé dynamique en configurant les lignes, les colonnes et la valeur à afficher. Pour cela, je vais d'abord me placer sur la bonne couche à analyser, qui correspond à l'OCS d'évolution niveau 2 pour les espaces artificialisés. Je vais pouvoir par exemple regarder en ligne les qualifications d'évolution, donc nouvelle surface, perte de surface ou évolution interne. En colonne, je vais analyser la somme, donc la somme des surfaces du champ surface. Donc là, il propose soit un champ surface automatiquement calculé par l'outil GroupStat, ou soit le champ surface présent dans la table attributaire. De la même façon, les deux sont équivalents. Et je demande le calcul du tableau. Voilà, je récupère le résumé statistique de mes évolutions d'espace artificialisé, avec ici la somme des surfaces, donc en numération scientifique. Il est possible d'exporter ce petit tableau soit via le presse-papier ou soit directement dans un fichier type CSV. Voilà. Encore une fois, je voulais préciser qu'il est peut-être plus confortable de générer des résumés statistiques via des logiciels dédiés type Excel, LibreOffice ou encore R pour pouvoir également éditer des graphiques d'évolution, de surface ou de mutation de l'occupation du sol. Voilà, le dernier module de formation à l'utilisation de l'OCS GE2 à l'aide du logiciel QGIS se termine. Vous pouvez retrouver tous les autres modules en téléchargement sur la plateforme GeoGrandTest. Merci beaucoup pour votre attention.